Et il est l'heure, d'ailleurs, en parlant de vous faire rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles pratiques. Pour cette conférence qui arrive, j'ai invité Tom Duquesnoy, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter cette invitation. Et j'ai trouvé que c'était vraiment important de faire venir des profils différents. Donc jusque-là, on a eu des gens qui sont plus directement dans notre champ, donc qui passent soit par des techniques somatiques, le pilate, le yoga, qui sont enseignants. Et Tom, il a un profil atypique par rapport à ces différents invités qu'on a eus précédemment, puisque il est ancien combattant professionnel de MMA. Et pour vous donner une idée, il a combattu au plus haut niveau dans l'organisation qui est la plus prestigieuse en MMA. Donc, il est allé habiter à Las Vegas pour sa carrière professionnelle, qu'il a menée pendant de longues années au plus haut niveau. Donc. Et puis, il y a un moment où il a décidé de bifurquer, alors qu'il avait encore de belles années devant lui, qu'il aurait pu aller chercher un titre de champion, des choses comme ça. Et il a fait un choix surprenant dans ce milieu. Il nous en parlera, probablement l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et donc, il s'est orienté plutôt vers des choses comme le yoga, la danse, la relaxation, et puis des projets plus artistiques. Donc, il a un projet de spectacle qui mêle la danse, le seul en scène, le texte. Et donc, c'est cette double expérience, je dirais, à la fois des sports très intenses, euh, parfois où il y a des moments de violence, on peut le dire, et aussi cette recherche de sensibilité, d'expression, et de montrer que en fait, il y avait une continuité, que c'était pas du tout antinomique, et que les deux avaient leur raison d'être et se complétaient. Donc voilà, je te laisse la parole, Tom, et je te remercie encore une fois parce que je suis très content que tu sois là avec nous et que ta présence et ton intervention puissent aussi ouvrir le champ de la réflexion qu'on peut avoir sur ce que c'est que le travail du corps en conscience. Donc, bienvenue à toi, merci, et je te laisse la parole. Ben, merci Adrien et Yael pour l'opportunité. Et puis ben, content de vivre ça. Moi, je voulais faire d'abord une espèce de pratique qui réunit deux éléments que j'ai bien aimés, moi, un peu dans mon parcours à l'époque. Donc, en fait, tout simplement commencer directement par une posture et se mettre en silence pendant quelques instants. Et pour ça, je voulais partager la méditation zazen. Et au niveau de la posture, vous pouvez d'ores et déjà l'apprendre. Zazen, c'est la posture de méditation qu'aurait utilisé le Bouddha sous son arbre. Za, assis de toute façon, et Zen, méditation. Donc, si vous avez un coussin, quelque chose pour surélever vos fesses, ça peut être idéal. 10 à 15 centimètres. Je vais peut-être mettre l'ordi là, comme ça on voit un peu les hanches. Ce qui est un peu comme en MMA. Il y a un mouvement d'antéversion. Et je vais mettre le coussin en dessous, comme ça on sera vraiment dans le thème. Les fesses, elles sont surélevées. Et il y a une antéversion du bassin. C'est-à-dire que mon bassin bascule vers l'avant, mais c'est très léger. Pas au point où je commence à sentir un travail au niveau des lombaires, mais juste pour pas que le dos fasse un peu soit arrondi, mais plutôt, voilà, plutôt ici. Antéversion du bassin qui bascule vers l'avant. À partir de là, vous essayez de répartir le plus possible les jambes au sol, ce qui veut dire que chaque centimètre de vos jambes qui toucheront le sol, c'est ce qui va vous permettre d'être le plus à l'aise dans la position parce que le poids il sera réparti. Et vous avez vu les talons collés le plus possible en étant à l'aise vers les hanches. Ça, c'est pour le bas du corps. À partir de là, je peux laisser les épaules, les trapèzes, la nuque détendue, les bras ballants. Les mains sont au niveau des genoux, ici. Tout détendu, les mains devant les genoux, là où c'est à l'aise pour vous. Pour le haut du corps, c'est simple. Il s'agit comme s'il y avait un cheveu qui est tiré vers le plafond, plutôt à l'arrière du crâne. Chut. Ce qui fait que ça va les relever un peu comme si on relevait le squelette. Le regard, il a 1 mètre, 1 mètre 30 devant soi, par terre.
plus qu'une posture solennelle, c'est vraiment essayer d'avoir le corps relâché. Je peux rajouter une chose, là c'est un peu une visualisation, comme si je poussais la terre avec les jambes et que je poussais le ciel avec le haut du crâne, ce qui étire le corps et le stabilise davantage dans la position. Et là, on peut travailler de manière traditionnelle, c'est-à-dire que l'inspiration comme l'expiration passe uniquement par le nez. Je commence avec une grande inspiration et je peux d'ores et déjà fermer les yeux. Ça fait inspiration, expiration par le nez, renouvelle l'expérience, inspiration par le nez, expiration par le nez. Léger scan de tout le corps pour voir s'il y a une tension quelque part. S'il y a une tension, je l'observe, inspiration par le nez, la tension augmente, c'est-à-dire qu'elle gonfle. À l'expiration, elle se dégonfle. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez et ouvrir les yeux à l'expiration. On va aller amplifier les sensations avec une technique de yoga qui s'appelle le Kapalabhati, exercice respiratoire, que je trouve pas mal justement pour être encore plus dans cet état de réceptivité, de sensation et de détente dans le corps. Et là, dans un cycle d'une seconde, il y a 4 temps. Expi, inspi, expi, expi. Toujours uniquement par le nez. Alors, on parlait d'arts martiaux, c'est justement un peu comme si vous preniez des petits coups dans le ventre à chaque expiration. C'est ce qui crée l'expiration. Donc ça donne, hein, c'est comme prendre des mini coups de poing dans l'estomac. Et en une seconde, il y a donc 4 temps. L'inspire se fait automatiquement. Vous concentrez uniquement sur l'expi, ça fait. Et ce qu'on voit, c'est que l'inspire, elle se fait automatiquement. Elle est très subtile, mais elle se fait rapidement sans qu'il y ait besoin de mettre de la conscience dessus. Je le remontre.
un petit peu comme ça, après on le fait tous ensemble. Ça fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort, ni de rétention de souffle, juste de mouvements continus en rythme. Et après, quand vous vous sentez bien dans le rythme, vous pouvez accélérer. C'est ventral. Donc là, on va partir sur un petit cycle. Et à la fin de ce cycle, je vous dirai inspiration. Et on fera une inspiration où on remplira les poumons à 80%. Donc à 80% poumon plein, je bloque jusqu'au maximum. Et quand j'en peux plus, j'expire par le nez et je vide pareil, à 80% les poumons vides. Et pareil, rétention poumon vide, je tiens le maximum que je peux quand je suis en rétention poumon vide. Et après, dès que je peux plus, je réinspire et j'expire. On fera un ou deux cycles en plus et ce sera bien. Donc ça veut dire Kapalabhati, le souffle de feu, donc pendant un certain temps, je dirais inspiration. On prendra une grande inspiration, on remplit les poumons à 80%, on retient l'air et dès qu'on n'en peut plus, expiration. Je vide les poumons à 80%, rétention poumon vide, le maximum que je peux. Je peux plus, ok, je réinspire. Avec peut-être un petit focus, c'est dès que vous allez faire l'inspiration, sentez les modifications au niveau des sensations. On peut se mettre dans la même position que tout à l'heure pour la position zazen. Juste quand vous perdez un peu l'équilibre, ou ça s'embrouille un peu, vous reprenez une inspiration, expiration, et vous redémarrez, etc., etc. C'est bon, on est parti, et c'est parti. Inspiration par le nez, garde au maximum. Et rétention poumon vide. Et ressentir les sensations. Rebelote, ici on repart sur un cycle. Et c'est parti.
Inspire. Très bien, bravo. On peut voir qu'on est dans un état légèrement différent de celui qu'on avait quand on s'est rencontrés là il y a 10 15 minutes. Bah, écoutez, je vous invite à mettre toutes et tous vos caméras, comme ça je peux voir vos doux visages avant de commencer la partie fatigante, quoi, le texte, la préparation de texte. Bon, à la fois je l'ai fait juste avant, comme ça j'ai tout en tête et je peux quand même induire de la spontanéité dans ce que je vais vous raconter. Donc le thème arts martiaux et méditation. On est parti? Peut-être comme ça on joue tous le jeu. S'il y a des choses qui sont... Enfin, ce serait bien d'avoir un papier et un crayon, parce que comme après il y aura une bonne partie, pas forcément questions et réponses, mais partage, mais surtout vous, je vous poserai des questions sur bah, là où vous en êtes dans votre recherche, et ce qui vous anime, ce qui vous émeut. Et bah, peut-être si on connecte avec le texte que je vais vous donner et on le prend comme thème de ce que sera nos échanges après. Donc peut-être s'il y a des choses qui vous viennent déjà de noter sur une feuille, comme ça on se syntonise ensuite. Ok Sandrine pour la caméra. Bah, je vais peut-être vous parler pour qu'on fasse connaissance de mon parcours brièvement. Moi, j'ai commencé les arts martiaux quand j'avais 5 ans. Et puis, à partir de 12 ans, moi, c'est devenu vraiment quelque chose de sérieux pour moi. Et bah, j'ai eu envie de combattre au plus haut niveau du MMA. Donc, j'avais des espèces de rêves lucides à force de regarder du combat. Donc, mon subconscient en était noyé vers 14 15 ans. Et, euh, et je regardais ce qu'on appelait l'UFC et le Pride à l'époque, qui étaient les plus grosses organisations de MMA. Le MMA, c'est l'acronyme anglais qui veut dire Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes. Et ça a toujours existé dans l'histoire. À l'époque, c'était le pancrace dans la Grèce antique. Après, il y a eu le Vale-Tudo au Brésil. Mais peu importe où ça s'est situé sur le globe, le réel essor, il a eu lieu il y a 30 ans. Parce il y a trois businessmen américains de Las Vegas qui ont codifié ce qui était un peu un sport connoté comme très dangereux, et c'est le cas, hein, mais qui a rendu ça professionnel et qui a créé une centaine de règles pour ce sport qui est devenu maintenant ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Et donc, bah, moi, à 15 ans, je regardais ça et avec l'envie de faire ça professionnellement plus tard. Donc le problème, c'est que comme le sport, il n'existait pas en France à l'époque, ben, je me suis préparé en passant par les sports de combat un peu fondateurs du MMA. On va dire les sports de combat qui aident le plus pour le MMA, c'est-à-dire la lutte, la boxe anglaise, le grappling, le Muay Thai, tout ça. Et après, à 18 ans, j'ai eu mon bac, je suis parti à Paris pour aller dans les grands clubs de MMA. Parce que dans un premier temps, il s'agissait de voir si je pouvais le faire, si j'avais le potentiel.
Et c'était plus comme une année sabbatique pour voir si je pouvais ensuite percer dans le MMA. Il s'agissait d'être déjà le meilleur en France déjà, avant de prétendre aller aux États-Unis. Donc j'ai commencé directement en carrière professionnelle à 18 ans et j'ai fait tellement de progrès que l'UFC, qui est la plus grande organisation, elle voulait déjà me signer. Et donc j'ai pas refusé, mais je dis attendez un petit peu que je sois formé et que je sois encore plus fort pour venir chez vous. Et donc j'ai remis à plus tard la signature avec l'UFC. Et donc à 20 ans, je suis parti habiter aux États-Unis parce que là-bas c'est le berceau du MMA. C'est là où a eu lieu les grands combats, le business, etc. Et puis moi, venant du nord de la France, que je trouve très poétique maintenant, mais il s'agissait pour moi de partir à l'époque. Je voulais absolument bouger et voir autre chose, quoi. Et voilà, j'ai fait à peu près 250 combats, tous sports de combat confondus. J'ai eu 5 titres de champion du monde. Et puis la dernière année où j'ai combattu, j'étais classé dans le top 20 mondial de ma catégorie. Donc là, j'ai 20 ans, jusqu'à 24 ans. À part quelques cours de yoga et de méditation comme ça au compte-gouttes, c'était plutôt calme sur ce plan-là, on va dire. Et par contre, à 24 ans, je prends ma retraite de MMA. Et là, par contre, je me suis plongé à fond dedans et à travers différentes disciplines, quoi, différentes pratiques. Méditation, à l'époque, c'était plutôt la recherche du soi aussi, la psychologie, et même plus intensément l'utilisation un peu de certaines plantes sacrées avec des tribus aux États-Unis. Et ce que je voulais, c'était explorer en fait l'éveil sous tous ses angles. Et je dirais même que ma retraite de combattant, elle a été inspirée par cette envie de recherche spirituelle. Et cette recherche, je dirais elle a duré quelques années après ma carrière. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Là, je me suis concentré en fait uniquement sur le côté spirituel, les voyages, les rencontres avec d'autres chercheurs aussi. Et finalement, je suis revenu à la pratique de mon MMA bien plus tard, 5 6 ans après. Pendant 5 6 ans, j'ai même pas touché, j'ai même pas mis des gants, j'avais pas envie de combattre, j'avais envie de rien faire. Mais je suis revenu avec un autre regard, un œil plus méditatif, je dirais. Parce que je me suis rendu compte que ben, les arts martiaux, finalement, c'est une méditation en tant que telle, une méditation en mouvement. Par exemple, quand on est face à des milliers de spectateurs et un adversaire qui veut en découdre, bah, à ce moment-là, on est confronté à un tel tumulte émotionnel, je dirais que la méditation, ça devient une épreuve du feu, quoi. Et donc, dans tout ce parcours spirituel, on va dire, enfin, à partir de 24 ans, j'ai continué à inclure le corps. Ça, c'était obligé, hein, parce que je venais d'une vie de sportif de haut niveau avec 3 heures d'entraînement intense au quotidien. Donc, je ne pouvais pas lâcher le corps. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé la mobilité, tout ce qui est mouvement articulaire, le yoga. Mais cette fois, avec, on va dire, une hyper concentration sur la recherche de l'éveil, quoi. Je voulais plus être le meilleur combattant, je voulais être celui qui recherche et qui trouve, quoi. Et donc à ce moment-là, beaucoup de livres sur le sujet avec Eckhart Tolle et ceux qui sont un peu, qui ont pignon sur rue en Inde, Ramana Maharshi, Nisargadatta, tout ça. Jean Klein, dans les Français qui sont partis à l'époque en Inde. Et puis plein de mystiques, différentes religions, les chrétiens, les musulmans. Euh, enfin, je m'inspirais de beaucoup de choses. J'écoutais aussi la manière dont en parlaient les poètes, que ce soit Rumi du Moyen-Orient, même Rimbaud, Baudelaire, chez nous les Français. Je voulais vraiment sentir ce que tout le monde décrivait comme l'éveil ou la zone, quoi. Donc à ce moment-là, moi je me suis fait une idée de ce que c'était, je me suis fait un concept de ce qu'était la conscience comme un fait extraordinaire. Et puis pour au fur et à mesure des découvertes et des rencontres, voir que c'était quelque chose de tout à fait disponible ici et maintenant, que tout est là. Mais tout de même, il s'agissait quand même de le découvrir, quoi. Donc, arts martiaux et méditation. J'ai voulu faire des parallèles entre les deux, mais c'est vrai que pour entrer dans le côté pratique, moi je trouve qu'il y a un dénominateur commun entre les arts martiaux à son origine et la méditation à son origine. C'est cette recherche c'est-à-dire qu'il y a un but, quoi. Il y a cet état de détente. euh, proche, proche ou en tout cas pas loin d'un état de grâce qu'il faudrait atteindre. Donc, moi, au début de la recherche, je recherchais beaucoup en tant qu'ego.
chercher le concret de la finalité, le concret du combattant, hein, qui cherche l'efficacité. Mais à force de faire, je me rendais compte que ça tournait toujours en rond. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de paix durable dans ce que je vivais, et en tout cas pas cette paix hyper fonctionnelle que je cherchais, quoi. Cette bulletproof peace pour ceux qui parlent anglais, hein. Et ça veut dire, bah, j'en suis venu à écouter des satsangs sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de Français qui partagent sur Internet et qui parlent de ce dont je vous parle et dont ils en parlent en détail sur Internet. Et moi, je passais des heures à écouter ça. Et c'est vrai qu'à force d'appliquer et d'écouter ce qu'ils proposaient, bah, cette recherche de l'éveil que j'avais, elle a lâché. En fait, je l'ai arrêté. Et en l'arrêtant, c'est devenu plus clair parce que l'envie et l'attachement que j'avais pour la recherche de cet état, c'était aussi ce qui me privait de le vivre. Donc, alors après, c'est sûr que c'était une recherche plus subtile que celle d'être champion du monde de MMA, mais tout de même, ça crée une tension en moi et quelque part, il y avait une envie de ne pas laisser les choses se faire naturellement, quoi. Voilà, ça c'est le côté combattant. Donc, en tout cas, dans le début de cette recherche, c'est vrai qu'il faut toujours commencer quand même avec un objectif en tête. Surtout moi qui viens de la pure brutalité de la compétition, élevé par un père qui est vachement dans la comparaison. Donc, tout cet esprit-là qui est à la fois hyper intéressant pour construire une vie, mais c'est aussi un côté qu'il faut lâcher. Voilà, c'est tout en subtilité. Garder ce côté constructif, mais à la fois savoir lâcher pour pas arriver dans une forme de folie, quoi. Euh, Sauf que moi, j'ai compris plus tard que cet état que je recherchais, il était déjà là, mais il restait quand même à le constater. Et c'est pour ça que dans ce processus, l'autre, il joue un rôle important, quoi. Donc j'ai eu quand même des maîtres, des éducateurs qui m'ont bien facilité la tâche. Et donc, je vous parle en fait de cette recherche parce que pour moi, c'est le point commun entre les arts martiaux et toutes les pratiques spirituelles. Quand tu as l'inventeur de l'aïkido qui dit bah, l'idée, c'est pas de triompher sur l'autre, c'est de triompher de soi-même. Et moi, quand je comprenais ça, je le reliais avec le fait que c'est les croyances qui nous barrent la vision claire. Et que toutes les disciplines, finalement, les disciplines spirituelles que j'ai vécues pendant de nombreuses années, comme l'ayahuasca, le yoga, la méditation, etc., et c'est clair qu'elles cherchent toute cette union mystique avec Dieu, avec le divin, quoi. Et que même dit comme ça c'est très pompeux, mais en réalité, c'est juste que la rencontre il y a cette espèce d'évidence que moi je partage aujourd'hui et qu'on partage tous au fond. Et ça se fait par l'esprit. Et je dirais que cette recherche-là, elle se situe bizarrement au-delà des cinq sens. Et que cette rencontre, elle peut arriver n'importe quand, je dirais avec n'importe qui, n'importe quel contexte, même en plein chaos, que ce soit dans la nature, que ce soit avec les animaux, que ce soit dans une séance de yoga ou même dans une dépression violente. Moi, je dirais que pour l'avoir vécu, contrairement aux idées reçues, tout est propice à faire la rencontre avec cette conscience, quoi. Et y compris le malheur ou les situations qu'on n'aime pas. Voilà. Donc ça, c'est un point. Et en faisant un peu une observation sur ce que j'avais vécu avant ce parcours spirituel, donc tu sais, pendant mes années combat, finalement, je l'avais déjà découvert cet état. Parce que quand j'entrais dans la cage, dans l'octogone, donc c'est l'espace du combat du MMA, il y avait une telle pression, des fois des 10 000 personnes, avec des millions de personnes qui regardaient en direct à la télévision. Et il y avait comme un état d'hyper lucidité, une espèce presque de dissociation en fait, mais pas psychanalytique, plutôt spirituelle, qui faisait que même en étant au cœur du chaos le plus total, tout était clair en fait. Et c'est-à-dire qu'il y a tellement de tension qu'il n'y a plus de tension. Et ça nous arrive tous à travers des expériences différentes. Et, euh, et c'est typique du combattant. C'est-à-dire que le combattant, bizarrement, il apprécie le simple, étant donné qu'il est parti faire un tour dans le très compliqué.
et toute la violence du combat, la préparation. C'est un sport qui est soumis à des gros régimes, donc les coups font mal, il y a des obsessions, il faut être obsédé pour être le meilleur, il y a tout un truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour 99% des pratiquants, donc c'est pas évident. Donc, le combattant, lui, souvent, il a cette manière de revenir en équilibre, presque en homéostasie, seulement parce qu'il a traversé ces extrêmes. C'était un peu comme, je sais pas moi, heureux qui comme Ulysse a fait bon voyage. C'est seulement après moult péripéties, en étant allé au bout de lui-même, dans le dur, ben, que moi, finalement, j'appréciais mes vacances qui duraient quelques mois juste après, quoi. Donc il y a aussi ce côté principal chimique, presque ainsi en haut, ainsi en bas. Il y a cette recherche des extrêmes. Il y a eu ça. Et il y a ça en arts martiaux. Voilà. Donc ça, c'est une des manières de trouver la clarté selon le combattant. Pour le combattant, c'est ça. Et pour revenir à la recherche du soi ou de l'éveil, hein, comment chacun l'appelle ici, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait trois grands poncifs quand même pour se mettre dans les meilleures dispositions pour vivre cette rencontre avec ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Bah, c'est la mobilité. La première, c'est la mobilité qu'on peut retrouver en danse, dans les arts martiaux, l'escalade, n'importe quelle discipline qui nous met en mouvement, dans tout ce qui engage le corps. La deuxième, c'est l'immobilité à l'inverse, tu vois. La méditation zazen qu'on vient de vivre, les différentes méditations, toutes les formes d'ascèse, un peu comme rester sans bouger sous son arbre, comme Bouddha, hein. Il y avait de ça dedans, le jeûne. Donc, tout ce qui permet d'arrêter les mouvements du corps va affiner notre sensibilité et nous permet de se concentrer sur cette recherche. Et la troisième, je dirais, qui fait le lien entre les deux, c'est la respiration, qui est tout le temps, qui est tout le temps liée, soit la mobilité, soit l'immobilité, elle est toujours là. Et je dirais elle est soit accélérée. Par exemple, comme moi j'ai pratiqué, que je fais pratiquer aussi à des proches, c'est la respiration holotropique, qui va amener à des états modifiés de conscience aussi. Ou alors qu'elle soit largement au ralenti, comme, comme la cohérence cardiaque, ou même Kapalabhati qu'on a fait tout à l'heure, qui, qui reste encore très, très sobre dans les respirations, qui permet plutôt l'équilibre, plutôt que de se mettre dans un chaos de recherche, quoi. Et cette respiration, c'est à chaque fois ce qui va être la transition entre l'individu qui recherche, c'est-à-dire nous, et la chose qu'on cherche, l'éveil, par exemple, si on l'appelle comme ça. Et donc, pendant cet événement, à la fois elle nous accompagne et à la fois elle provoque cette rencontre. Donc, le souffle hyper important. Par exemple, entre les rounds, pendant le combat, on a 1 minute pour récupérer. C'est 3 fois 5 minutes les rounds et on a 1 minute pour récupérer entre chaque round. Bah, le rôle du coach à ce moment-là, c'est 30 premières secondes, pas parler. Bon, souvent on est très fatigué, très essoufflé. Tu parles pas, grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et qu'on est tellement fatigué à ce moment-là que le plus urgent, c'est déjà de revenir replacer son souffle qui avait tendance à partir. Replacer les yeux dans leur orbite, et puis au sens figuré, hein. C'est pas encore arrivé en MMA, mais il y a des blessures impressionnantes. Et puis surtout, reprendre le contrôle du palpitant qui a tendance à se faire la malle parce que je respecte pas mon souffle quand j'abuse de mon corps pour me défendre. C'est surtout que je veux pas perdre, donc des fois, je vais largement au-dessus de ce que je peux donner. Donc, il y a tout ce travail de la respiration dans les arts martiaux, que le souffle soit en rapport avec un coup. Par exemple, si je donne un coup et que j'expire pas au moment où je donne le coup, c'est moi qui le prends. Donc chaque percussion est une expiration pour envoyer l'énergie, pas la retenir. Donc il y a toute cette syntonisation avec le mouvement et le souffle aussi. Voilà quoi. Donc il y en a plein des parallèles, de toute façon, entre le MMA et la méditation. C'est même, je dirais, fascinant et c'est une base de recherche incroyable. Mais en gros, il faut se dire qu'en MMA, il y a un affrontement entre deux combattants, ce qui fait que tu dois être totalement présent. Il y s'agit de ta santé, hein. Donc hyper conscient de chaque mouvement pour gagner. Euh, un peu comme si tu méditais sous une tempête tropicale ou alors dans la neige quand il fait trop froid, quoi. Et la méditation, elle,
c'est plutôt revenir au calme, traditionnellement, pour trouver aussi cette même clarté dont a besoin le combattant pendant le combat. Donc c'est ces deux écoles, une qui prône le mouvement et l'autre qui prône l'immobilité. Mais je dirais que les deux cherchent un état de pleine conscience. L'un pour sa survie, l'autre pour le fait qu'il soit plus à même d'être lucide sur les événements, les choses et lui-même, la vie, quoi. Et si on pousse un peu le bouchon, on peut même parler que par la violence en tant que telle, il y a toujours eu deux écoles. Il y a eu les Martin Luther King, les Gandhi, qui, face à quelque chose qui représente la mort, quelle posture je prends? Bon, bah, Gandhi, c'était bah, je m'assieds et je me laisse massacrer. Ou alors Jeremy Irons dans le film avec De Niro, là, où c'est un missionnaire, donc chrétien. Bon, bah, s'il y a de la violence dans ce monde, donc je ne fais pas partie de ce monde, donc je me laisse massacrer. Ou alors il y a l'école des combattants, il y a toujours eu les samouraïs qui allaient méditer avant d'aller mourir, qui servaient la cause d'un maître, pas leur propre cause. Les gladiateurs, et puis surtout les Templiers. Les Templiers, c'était quand même la main armée de Dieu. Donc il y a toujours eu deux écoles, celle qui se laisse faire et celle qui combat dans l'imaginaire collectif, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais face à la violence? Est-ce que tu te laisses ou est-ce que tu y vas? Mais les deux, étant donné qu'on commence au vide et qu'on revient au vide, les deux, selon moi, se valent. Après, c'est ton style. C'est un style après. Voilà. Et donc, ouais, donc en rapport avec ça, la méditation, elle pourrait adopter plus une posture de réceptivité selon les sensibilités, ça peut être intéressant, hein. Presque de se laisser faire. Alors que le MMA, lui, c'est l'inverse, c'est le feu. Bon, c'est l'action consciente, hein, mais c'est quand même deux chemins différents, avec une finalité à la même qui pourrait être la même, qui pourrait être la présence à ce qu'on fait, finalement, à ce qui est, je pense. Et, donc, tu as l'art martial qui est au sens sacré, une voie d'éveil, quelque chose qui permet d'accéder au transcendant. Et dans l'entraînement où les limites, enfin, où justement l'entraînement consiste à dépasser ses frontières physiques, constamment se dépasser, donc son ego, quelque part, toutes les limitations, le combattant, lui, son travail, son entraînement, c'est de s'en foutre et d'y aller, quoi. Donc constamment, au-delà des limites, presque une recherche de présence pure qui va se révéler efficace en combat, parce qu'il faut être lucide pour être à l'écoute de ce que l'adversaire nous propose et pouvoir, un peu comme le principe des aïkido, utiliser son énergie pour la détourner et finalement prendre le moins de coups possible. Donc il s'agit d'une maîtrise pour le combattant. Euh, c'est le paradoxe du combat. C'est que c'est à force d'avoir fait 250 combats, à un moment donné, je comprends que c'est pas que de la violence. Je comprends qu'il y a c'est pas uniquement de la lutte, mais que au niveau subconscient, si on pousse le bouchon un peu, il y a une recherche d'amour, de contact par l'extrême, par l'attaque, ce qui est bizarre. Mais ce qui est souvent la voix du masculin, qui agit, qui cherche à foncer et à pénétrer dans le monde. Et au niveau subconscient, moi, ce que j'ai découvert, c'était que le combattant, il atteint une forme de transcendance parce que son identité se dissout dans cette expérience. C'est-à-dire, mais ça, on peut tous en faire à l'expérience, c'est que dès qu'on est focus dans la tâche, impliqué corps et âme, l'identité disparaît. Et ce qui fait que au résultat final, ça se sent, parce qu'à ce niveau-là, la victoire, c'est plus considéré comme une domination sur l'autre, mais plutôt un équilibre qui a été retrouvé, quoi. C'est l'union. Ça redevient une union. C'est pour ça qu'on voit les combattants en fin de combat, même quand ils sont bien amochés, ils se font des câlins. Merci frère, je t'aime. Merci de m'avoir permis de me mettre dans des états comme ça et que aussi, grâce au salaire que me vire l'UFC, je vais pouvoir vivre et faire vivre ma famille. Et il y a une espèce aussi d'élévateur social que j'ai vécu moi aussi à l'époque. Donc voilà, donc il y a une recherche d'union hein, par la violence. Ça, c'est le paradoxe du combat, quoi. Un peu comme en tantra. À un moment donné, le but, c'est la réconciliation de son féminin et de son masculin. Et tu as des combattants qui le comprennent au bout d'un certain temps,
T'en as qui le comprennent jamais, mais pour moi, c'est le but. C'est le but, ouais. Et ce qui veut dire que si on finalise la petite discussion qu'on vient d'avoir, c'est que la méditation, l'art martial, il pourrait partager la même essence à la base, euh, qui est d'observer sans s'identifier, que ce soit dans le combat ou la petite méditation qu'on vient de faire tout à l'heure, ressentir sans se laisser emporter, et dans le mouvement ou dans l'immobilité, avoir la capacité de trouver cette liberté dont on parle depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est ça. Donc, méditer ou combattre, revenir à... Il pourrait y avoir un objectif finalement, revenir à sa nature première, celle qu'on partage tous, la conscience. Voilà. Vous pouvez mettre vos micros si vous voulez faire un petit partage. Mais je pense qu'il peut être intéressant, c'est de rebondir sur ce qu'on s'est partagé, ce que vous avez pu ressentir en début de pratique, et puis plus là dans l'analyse un peu de la partie théorique qu'on vient de traverser. Je veux bien partager. Moi, j'étais très, très, très intriguée par ton parcours en me disant, OK, ce parcours qui est un parcours de combattant, tu as beaucoup utilisé ce mot-là, qui induit une certaine violence, mais tu l'as très, très bien expliqué. Je trouve ça, hem, je pense que c'est difficile à comprendre si tu l'as pas expérimenté d'avoir cette idée tu as utilisé le mot dissoudre aussi. Que finalement il y a une sorte de transcendance du combat pour aller vers ce grand tout ou finalement la même chose que tu peux, aller traverser dans la méditation et ça reste très théorique pour moi, ça reste, heu, mais je trouve ça très intéressant cette vision, aussi peut-être parce qu'on a tous des relations différentes à la violence ou au combat. Il y a pas très, très longtemps, bah, moi je fais de la capoeira, mais c'est pas très violent la capoeira puisqu'on ne porte jamais les coups en fait. Mmh. Hem et donc c'est pas un art martial, très frontal. Et d'ailleurs souvent on dit que c'est de la danse plutôt. Hem et il y a pas longtemps, j'ai expérimenté en systéma de commencer à donner des coups de poing et de recevoir et c'était une expérience, vraiment très transformative parce que c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans ma personnalité, dans mon habitude, dans mon éducation, dans voilà et ça m'amenait intérieurement, émotionnellement dans des endroits vraiment, inconnus et intéressants, en fait, très intéressants à traverser donc j'entends ce que tu partages. En même temps, ça reste encore très théorique pour moi, mais je peux toucher du doigt, de comprendre qu'est-ce que ça peut avoir de transcendantal d'aller, combattre, en fait. Voilà. Donc merci pour ce partage qui est précieux, quoi. Mmh. Moi, moi, ça m'a fait sourire. Déjà, désolée pour le retard, mais j'avais une séance au studio de Yatra Kundalini et il y avait du bruit à fond. Du coup, voilà, je me suis connectée tard et c'est très drôle parce que récemment, et vraiment tout ce que tu as partagé, ça me fait sourire. Je suis un peu aussi comme Yael. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps avec mon conjoint au MMA, justement, des championnats du monde au sable. Et alors, j'ai vu tout cet univers, tous ces gens qui arrivaient, et à aucun moment, j'ai eu envie. Alors, j'ai vu la salle, j'ai vraiment vécu le truc. J'ai vu tous ces gens arriver, je travaillais, j'aurais très bien pu aller dans la salle. J'y suis allée, j'ai vu l'énergie, et j'ai pas du tout regardé de combat parce que ça me paraît justement, ouais, je restais sur cet a priori combat quoi, qui va
Et tout ce que tu as dit sur l'immobilité, la non-immobilité, ça me parle beaucoup. Et j'ai beaucoup de regrets de pas avoir assisté à un combat du coup. Et je verrai maintenant les choses différemment. Peut-être j'aurai l'occasion une prochaine fois. Et c'est vrai que ça permet de relativiser pourquoi le combat, pourquoi j'y vais, pourquoi je me défends. Et ça donne une humanité, on va dire ça comme ça. Je sais pas si le mot il est bien choisi, mais à la personne qui va au combat. Parce que parfois tu te dis, mais c'est juste horrible, quoi. Il va se faire rentrer dedans. Et voilà. Donc, franchement, c'est un beau partage. C'est vraiment une nouvelle notion aussi, mais comme je pratique pas du tout ce genre d'activité, Ouais, j'ai beaucoup d'amis qui partagent l'aïkido, mais voilà, c'est ouais, tout. En tout cas, merci. avec plaisir. C'est très nouveau, mais c'est très intéressant. Ben moi, je réponds en disant que j'entre vraiment en sensibilité avec vous parce que autant après avoir fait tous ces combats, après j'ai eu un peu un retour où j'ai plus du tout envie de ça et ça m'a fait un peu un... Après, on me parlait, viens au moins t'entraîner, viens. Et le fait de frapper quelqu'un était devenu, mais pas insupportable, mais c'était plus du tout... j'avais presque développé une vision, mais manichéenne alors que j'ai été élevé dans ça. Et ça, c'était après mes 24 ans, pendant quelques années, pour finalement y revenir que depuis quelques années. Et c'est parce que aussi, j'ai été élevé dedans, donc à un moment donné, la violence devient OK. Mais après, c'était l'inverse. J'ai dit, mais je suis plus en accord avec le fait de diminuer un peu, quelque part, sa qualité de vie en prenant des coups et en s'imposant l'asset que représente la préparation physique en amont du combat. Mais c'était un peu comme dans le film Orange Mécanique, où pas pour le punir, mais pour le rééduquer de cette violence, on l'avait forcé à l'ouvrir les yeux face à un cinéma où il déposait que de la violence sur les images, au point où après, quand il se balade dans la rue ou qu'il est témoin de violence, il se met à vomir, mais en tout cas, il peut plus être capable de violence, quoi. Donc c'était pas à ce niveau-là, mais quand même. Mais ouais, je disais ça pour le fait que ce qui m'a aidé moi aussi à revenir dans le MMA et à accompagner des gens maintenant qui ont un projet d'aller combattre en MMA, c'était un recueil, c'est pas un livre, mais ça s'est fait par la tradition orale en Inde, qui est une œuvre qui s'appelle la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita qui décrit les quatre genres de yoga pour s'initier et découvrir l'amour vrai et rendre possible cet espace avec Dieu. Il partait du postulat qu'il y avait eu une guerre et qu'il y avait Arjuna, qui était un archer, un chef des armées, qui avait fait couler son sang et du sang toute sa vie puisqu'il était chef des armées, pour sa famille. Sauf que là, il se retrouvait face à une armée qui était composée de membres de sa famille. Donc là, il traverse une crise émotionnelle, spirituelle, parce que là, à quoi bon, puisqu'il va devoir tuer des gens de sa famille pour défendre sa famille? Et je pense que le livre là, il est intéressant parce il pousse l'absurde à son extrême pour qu'on puisse reconnaître que quelque part, des fois, on dit, bah, j'aime pas le MMA, c'est violent. Sauf que ça fait partie de notre ADN et en temps voulu, tu pourrais te rencontrer comme étant la plus violente de ta rue ou de ta ville. Et que si c'est violent, c'est aussi parce qu'il y a eu cette violence, bizarrement, pendant la guerre, que ça a rendu notre propre vie possible. Il y a un concours de circonstances qui a été rendu possible par la violence. Ça veut pas dire que notre but n'est pas de l'exclure, déjà, ça c'est en termes philosophiques. Mais après, le MMA, c'est différent. Jamais personne n'est mort en MMA, ou alors une ou deux, mais c'était parce qu'il y avait des conséquences médicales qui étaient hors combat. Moi, je me souviens, il y avait une liste. Je m'en souviens parce que j'avais pas de mutuelle et j'habitais aux États-Unis. Il y avait une liste d'examens médicaux à fournir, le cœur, le sang, le cerveau, qui fait que quand tu entres dans un combat, les mecs, ils sont largement prêts physiquement. Alors après, ils peuvent prendre quelques KO, mais ce sera toujours le maximum. Donc même si on parle en termes de brutalité et de traumatologie, que ce soit articulaire, osseux ou cérébral, moi je luttais pour l'avenue du MMA en France. Et donc je me souviens parce que je traduisais en anglais tous les rapports scientifiques du MMA. Et c'était toujours un sport qui était hors du top 15 des sports les plus à risque.
Les plus violents étant cyclisme, 150 morts par an en France, puisque forcément, quand on roule à 90 km/h dans une montagne en amateur, eh ben, il y a énormément de morts. Le ski. Et puis après, pour tout ce qui était traumatologie du cerveau, c'était le football américain, moyenne d'âge 50 ans, il meurt. Et puis le rugby, surtout en France. Donc le MMA et la boxe aussi. Mais le MMA se trouvait toujours hors du top 10 parce que la répartition de coups, elle est sur tout le corps. Et puis il y a toute une phase de préhension, de lutte où j'amène au sol et où là, les coups sont pas vraiment présents, quoi. Ou alors avec moins d'efficacité que si je prends l'élan debout. Donc des fois, tu as des combats qui se terminent en 30 secondes, il n'y a même pas eu un coup, parce que l'adversaire l'a amené au sol, il l'a étranglé, et pareil sur l'étranglement, dès que moi je me sens partir et que je veux arrêter, j'abandonne. Où les arbitres, la plupart sont pros, ils regardent, et dès qu'ils voient la once, il manque la moindre conscience chez toi, ils arrêtent tout de suite sans hésiter. Donc tout ce professionnalisme fait que, franchement, le MMA, il est largement légitime. Après, il y a la question de, comme on disait tout à l'heure, pourquoi je combats, pourquoi cette... mais ça, on l'a tous. Pourquoi pourquoi je suis capable d'infliger du mal, pourquoi j'ai envie d'en infliger. Mais vaut mieux que passer par une bonne écurie, qui est le MMA et de combattre en MMA, et de canaliser toute la violence qu'on a et la rendre en art. Processus de sublimation, un peu à la Freud. On a une grosse libido, on a envie de violence, très très bien. Sublime-le à travers une activité où tu vas fondre dans l'exécution, dans l'effort et où tu vas avoir ce rapport au transcendant. C'est pour ça que les arts martiaux, il y a le mot art dedans, parce que ils ont la même application du peintre à la répétition du geste, à la visualisation, et puis à être corps et âme avec le mouvement, et avoir un rapport presque intime avec le divin, parce que quand tu entres de nombreuses fois, comme je l'ai fait dans cette transcendance, dans cette minutie, il se développe chez l'individu une forme de foi par la clarté et par cette nouvelle vision. En fait, on travaille à une nouvelle vision. Donc, c'est plutôt une vision artistique et de sportif de haut niveau plutôt que quelqu'un qui a soif de sang, quoi. Je peux me Quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, quand c'est bien fait. je peux me permettre, hein. Donc, c'est Anne. Moi, j'ai adoré ton intervention. Je n'ai pas pu venir dès le départ, mais je travaille avec beaucoup d'hommes et j'ai des collègues qui font du MMA. Et donc, j'avais vraiment une vue assez. J'avais du mal à comprendre cette violence et le combat. Enfin, plus le combat que la violence. Et le côté, le développement humain, dans tout ce qu'il me raconte, je ne perçois pas du tout. Et donc là, vraiment, ça m'a réconciliée et je pense que ta vision éclairée de ton parcours, vraiment, ça va me réconcilier avec leur démarche parce que c'est. Et puis, il y a tout le côté, moi, c'est les côtés de produits qu'il y a autour, enfin, l'espèce de religion autour, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, enfin, les contraintes qui se mettent au quotidien, mais je trouve ça hallucinant, quoi. Ah, tu as pu voir ça par le biais d'un documentaire ou des gens pratiquent Non, autour? non, j'ai des collègues, je travaille avec beaucoup d'hommes et j'ai des collègues qui font des MMA et donc je connaissais pas plus que ça, je suis allée voir. Mais moi, c'est le côté, les contraintes qui se mettent autour de leur vie pour y arriver, quoi. C'est vraiment se lever tôt, l'alimentation, les produits, donc là, franchement, j'ai adoré parce que j'ai vraiment une autre vision et qui m'a beaucoup plus éclairée. Et voilà, je pense qu'ils ont besoin de faire un parcours pour, ils ont besoin, voilà, franchement le côté développement humain par lequel tu es passé, je trouve ça très, très éblouissant. Voilà. Ouais, et puis surtout, c'est pas évident parce que la proposition actuelle du MMA, on voit que tu scrolles sur Internet, ça fait buzzer, il y a des zooms sur les KO, donc sur ce qui impressionne, sur les salaires, sur le fait que maintenant, les champions de MMA français, ça devient aussi les gens les plus influents, etc., parce qu'il y a aussi cette recherche d'efficacité, etc. Mais ils parlent, mais même aux États-Unis, hein, moi, l'UFC, j'ai combattu pour eux, mais c'est du dégueulis de capitalisme Ah ouais, où ils mettent pas en valeur le combattant, son histoire, sa personnalité. Ils mettent plutôt en valeur ses prouesses. Mais
C'est aussi une antichambre de ce qu'est le monde aujourd'hui, hein, le MMA. Moi, mes collègues, il y en a plein qui pensent pas comme moi. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une vision claire au départ de pourquoi je combats. Et de cette manière, voir un peu comment tu drives ton existence. Mais c'est sûr qu'il y a une recherche, il y a une recherche puissante, il y a une recherche intéressante. La dureté crée la foi chez l'homme. Mais je pense que c'est ça, ouais. Qui soient plus lucides sur leurs intentions. Parce que les enfants, en plus, maintenant, ils regardent le MMA jeune, donc ils veulent en faire. Et après, ils se rendent compte que ça représente des années de discipline, et donc, du coup, ils veulent plus le faire. Donc, il y a la question de c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et je ne sais pas ce qui mène à être champion de MMA, mais en tout cas, c'est vachement dur. Il y a la dureté. Oui, je me permets de rebondir. C'est ce qui me venait en fait en écoutant ça. Il y a une notion de discipline qui est extrêmement présente, mais qu'il y a dans tous les sports de haut niveau. Enfin, moi, je connais des gens qui font de l'ultra trail ou des choses comme ça. C'est pareil, hein, et tu te lèves à l'aube et tu enquilles des kilomètres et tu fais attention à ce que tu manges et il y a tout un tas de. Euh, Comment toi tu as vécu ça, cette discipline et comment parce que souvent dans les pratiques dites spirituelles aussi, que ça soit tu as parlé de pas mal de maîtres orientaux, la notion de discipline, elle est aussi très présente dans les pratiques spirituelles. Ouais, je trouve, hein. Moi, j'ai fait quelques retraites de Vipassana ou alors quand j'étais confronté aux plantes psychotropiques avec les Amérindiens. Oula, là aussi, il y en a de l'épreuve du feu et de la mort symbolique et la capacité à accueillir ses émotions, plus, plus, plus. Donc, non, le MMA, c'est dur, mais tout le haut niveau, tous les champions olympiques, tout ça, tout est très dur quand tu veux le faire à son maximum et que tu es dans un système compétitif. Mais finalement, pourquoi la compétition? Ce qui veut, la seule chose qui prévaut, c'est l'équilibre. Mais moi, je l'ai bien vécu et je l'ai arrêté à 24 ans, avant que ça ne devienne une corvée. J'ai un peu subi ma dernière préparation de combat. Je me préparais à Paris pour aller combattre à Londres. Et le dernier mois et demi de préparation, je l'ai subi dans le sens où il n'y avait plus plus la même gaieté à aller à l'entraînement, un manque de sens terrible. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, je finis ce combat parce que je me suis engagé, donc faut y aller. Je l'ai fait, je l'ai gagné. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait des espèces de vacances, un peu comme des vacances émotionnelles et spirituelles, quoi. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me refaire, je vais reprendre tout depuis le début. Et puis j'ai tapé le mot bonheur sur YouTube. J'ai commencé par là. Je dis, bah tiens, je vais aller voir ce qu'en pensent les mystiques, ce qu'en pensent les philosophes. Et puis à partir de là, c'était un chemin qui s'est fait de rencontre en rencontre, différentes disciplines. Un philosophe qui m'a donné, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné aussi les codes de cet univers, hein, parce que c'est un univers. Il m'a dit, tiens, si tu vas là, fais ça, si tu vas là. Il m'a cartographié un peu ce qui était possible dans toutes les pratiques spirituelles. Et puis après, là, je suis parti à fond de balle. Mais pour répondre à ta question, moi, j'ai mon père qui a fait l'armée, donc dans la section parachutiste. Donc lui-même, son père et les générations d'avant, eh ben, on va pas en parler, mais c'était dur, quoi. Toute la misère qui vient de la dureté de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est, de manière, au niveau psycho-héréditaire, elle s'est, voilà, de génération en génération. Et moi, je suis en fin de programme avec mon père qui, lui, a fait les parachutistes et qui était très dur et qui a compris qui s'est mis en tête qu'il fallait que je sois une espèce pas de copie de lui-même, mais un peu quand même, mais avec en plus le fait d'avoir cette qualité qu'il n'avait pas, c'est-à-dire d'être très fort quand il y a des traumatismes de traumatisés de plusieurs contextes, notamment celui d'être impuissant face à certaines situations, il l'a traduit en bah non, mon fils, je vais le mettre au sport de combat et ce sera une machine de guerre. Ce qui est vrai, mais ce qui ne sert absolument à rien, parce que finalement, sachant me battre, je me suis jamais battu dans ma vie. Donc c'était voilà, c'était l'erreur de croire que la préparation pour quelque chose pouvait faire que tu allais résister. Non, c'est surtout éviter cette chose. Donc, mais c'est intéressant, hein. Et puis, de toute façon, une retraite Vipassana, c'est aussi dur qu'une préparation de MMA, hein. Quand tu manges peu et que tu médites 8 heures par jour, tu en arrives à peu près à la même intensité qu'une préparation de combat. Donc, à la limite, la dureté, ça, c'est pas la chose qui me choque avec le MMA, parce que tout est dur à haut niveau.
même celui qui est peintre. Mais c'est plutôt le faire avec une quête de sens. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de sens, là, tu peux être sûr que dès le départ, ça va être vraiment du dur pour du dur, quoi. Mais la dureté, elle peut être aussi très belle. Toute la dureté toute la dureté d'une dépression, la dureté d'une transition amoureuse, la dureté d'une fin de cycle en tout genre dans nos vies. À chaque fois, elle porte en elle le signe du printemps. Donc ça me va. Ça me va. C'est que de la mort renaissance. Ça, on peut rien faire. On est obligé d'y aller, hein. Donc, donc c'est pour ça mettre du sens. Pas partir trop en psychanalyse, hein, parce qu'il y a un côté aussi, à un moment donné, où plus rien ne se produit, la vie nous quitte en psychanalyse. Mais quand même, avoir du sens, trouver du sens, et être OK avec l'absurde. Voilà, ça m'a appris, Céline qui l'a le fait hier. MMA, être OK avec l'absurde. Ah, c'est trop. Tomber amoureux de l'incompréhension et tout le travail le mythe de Sisyphe qui a été repris par Camus, et c'est la genèse, c'est vraiment la Bhagavad Gita. Il n'y a que ce livre qui m'a fait comprendre que tout va bien en fait, mais un tout va bien au sens profond, pas un tout va bien au sens mental, mais que finalement après la prochaine, après le prochain challenge là, le prochain challenge fait que ça va tout de même. Parce qu'après, souvent, on pense qu'on a compris un truc, après la vie elle nous malmène et puis on est reparti à zéro et on se rend compte qu'on n'a rien capitalisé. Mais être OK avec tout, mais pourtant agir pleinement dans le monde. Donc c'est encore une fois Moi, je trouve que la vérité, elle est paradoxale. Elle doit surtout être paradoxale, parce que si elle n'est pas paradoxale, et que c'est qu'un axiome comme ça, c'est unilatéral et ça devient un truc qui va nous embrigader. C'est pas bon signe quand il n'y a qu'une vérité, hein, je trouve. Mhm. Ah, ça laisse vraiment beaucoup à réfléchir. C'est une super intervention. Ouais, et puis après, c'est vraiment, une fois que tu as fait un bon tour de piste comme ça, tu comprends que moi, je cherchais beaucoup l'extraordinaire dans l'extraordinaire. Et puis en fait, l'extraordinaire existe aussi dans l'intraordinaire. C'est-à-dire dans le non clinquant, dans le non admirable, tu vois, presque dans la laideur, dans ce qu'on trouve laid, parce qu'il n'y a pas de laideur. Et de tout travail, là, ça ne veut pas dire que c'était facile, il y a eu des années de concentration, d'application, et puis on n'y est jamais vraiment, hein. Ça ne veut pas dire que là, après notre rendez-vous, là, je me retrouve piégé par un sentiment ou un état émotionnel, etc. Mais par contre, intérieurement, ça prend plaisir et ça rigole à enchaîner des événements qui arrivent et qui ne se ressemblent pas dans la vie, avec un œil qui dit t'inquiète pas, tu vois, un truc c'est la foi en fait. La dureté, elle doit mener à la foi, sinon c'est une dureté qui sert qu'à être dure, quoi. Mais moi, je sais que c'est ça, ouais, ça, c'est tous les jours. Mais il y a quand même une arrivée. Je trouve qu'il y a une arrivée à un moment donné où tu te dis, ah bah c'est bon, tout va bien, tout va bien. Même quand ta vie, tout va mal, il y a toujours le fond qui dit, tout va bien, fais ce que tu dois faire. Mais tu vois, il y a il y a ces deux polarités en une, quoi. Moi, je sais que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire quand rien ne va, tout va bien, si tu regardes bien. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être dans se laisser éprouver les choses, donc les qualités du féminin, de se laisser faire pour mieux entendre et puis pour mieux rétorquer, quoi. Qui est le principe de l'aïkido. Un peu comme d'esquiver, c'est que de la transformation, de la réorientation d'énergie. Après, ça devient un jeu. Moi, je trouve que ça devient un jeu après. Un jeu très sérieux, mais un jeu quand même. Et est-ce que je peux te poser la question? Je crois que tu interviens maintenant un petit peu dans des stages, justement, pour les gens du MMA ou d'autres arts martiaux. Comment tu amènes ce discours? Enfin, comment tu Ben, il faut d'abord les proposes? user. Je leur fais 4 heures je leur fais quand même au début de la mobilité, un travail pour qu'ils aient conscience du corps, la respiration, l'étirement, qu'ils comprennent aussi que c'est pas parce que c'est un sport qui est dur qu'il faut être que dans le dur, mais justement être dans des qualités de réception, de se réajuster. Et donc on commence par ça, et puis après je leur fais 3-4 heures de technique. Comme ça, ils comprennent qu'en fait,
parce qu'ils ont tous pour ambition, le trois quarts, d'y arriver ou de faire un truc, bah, je leur montre ce que c'est. Et donc, 4 heures plus tard de technique et de pratique, ils se rendent compte que c'est un univers et que si tu veux vraiment aller au top, mais c'est quasi infaisable. Mais tu peux le faire, bien sûr, c'est le principe. Et quand j'arrive dans cet épuisement du corps, à la fin, ils sont pas blessés, hein, ils sont juste épuisés. Ils sont aussi épuisés neuronalement parce qu'ils ont tellement appris les techniques et essayé de reproduire et qu'à la fin, ils en sont. Et ce que tu vois, ce qui est intéressant, c'est que à un moment, ils sont tous là avec des attentes au départ. Je veux être champion, je veux faire ci, je veux voir à quoi il ressemble, c'est quoi un champion. Et tout doucement, au bout d'une heure de pratique, 2 heures, ils sont on dirait comme des enfants, mais qui jouent au MMA. Parce qu'attention, hein, le MMA, il peut être pratiqué par tout le monde, hein. C'est juste que, par exemple, celui qui se prépare pour un combat, oui, il va devoir s'endurcir, il va devoir faire des combats d'entraînement poussés pour qu'il soit habitué à cette tension. Mais pour tout le reste de la population, c'est-à-dire 99%, c'est une forme adaptée où il doit pas y avoir, où la blessure est interdite, où les coups portés forts sont interdits, mais on apprend quand même à être dans une situation réelle de combat. D'où tous les arts martiaux de défense maintenant de nos jours, Pencak Silat, Krav Maga, etc. Ils sont tous à essayer de faire du MMA parce qu'ils ont compris qu'il y avait une efficacité en MMA que tu retrouvais nulle part ailleurs. Donc, il y a toujours un petit moment, comme on partage là, à la fin des stages, où on parle d'autre chose et finalement du plus précieux. Et puis chacun me partage là où il en est, et je peux lui dire ce que j'en pense, et puis lui, il peut se nourrir de ce que je lui dis. Et il y a un échange comme ça à la fin de chaque stage où ils se rendent compte comme en fait, mais ça, c'est hyper technique, c'est hyper dur, c'est hyper beau, c'est incroyable. Tu nous as redonné de la passion. Mais en fait, j'essaie de, sans le dire, m'organiser pour que ce qu'on a fait là, c'était du vivre ensemble pendant 4 5 heures. On a évolué autour d'une passion en commun. C'est énorme. C'est que de l'amour. Donc, soyez dans cette passion-là, dans cet amour du travail, l'amour de l'effort. Ça, c'est ce que j'aime, l'amour de l'effort. Même aujourd'hui, avec tout ce que je fais en danse, en théâtre, etc., c'est toujours la même chose. Le mouvement est différent, mais c'est un amour de l'effort. Et à la fin des stages, c'est toujours incroyable d'avoir leur partage. C'est Le cœur est ouvert sans qu'ils l'aient remarqué. C'est ça l'idée en fait. Parce que bon, la vie passe vite, ça va tellement vite, en fait, qu'il n'y a pas le temps, finalement, je trouve, il n'y a pas le temps de devenir fou à essayer de faire quelque chose. L'essentiel, en fait, je trouve qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, je suis encore hyper dans le faire, hein. Sauf que la différence, c'est que ce faire, il vient du cœur et de l'envie profonde de me réaliser, d'être heureux comme moi, je suis Gémeaux, il y a tous les archétypes du Gémeaux et j'ai envie de laisser tous ces archétypes s'exprimer à différents moments de ma vie et de prendre l'avantage l'un sur l'autre, etc. Donc, tu peux te retrouver à faire plein de choses, etc. Donc, je suis dans une boulimie de faire, mais pas au détriment du bien-être. C'est ça la nuance. C'est faites ce que vous voulez, allez dans. Mais n'oubliez pas pourquoi vous le faites. Et je leur dis d'avoir une recherche spirituelle à côté du MMA. Comme ça, ils investissent pas tous leurs œufs dans le même panier et après, ils se retrouvent le bec dans l'eau. Là, c'est riche en expression, là. Une petite question, je suppose que c'est essentiellement des hommes qui font du MMA, principalement. Principalement. Et donc, je voudrais que comment tu approches ta démarche par rapport à la virilité. Comment, Déjà, quand ils me voient arriver avec ma manière de m'exprimer et mes couleurs pastel, ils sont déjà en résistance. Il m'étonne. Non, mais c'est ce que je leur dis. Je Ah dis, non, mais mais on va pas faire 4 heures de stage, on va parler directement. Ce que tu cherches dans la virilité, je l'ai vécu au sommet pendant des années. Donc, tu peux pas être plus viril que moi. Donc, je te le dis, la virilité, non, mais je rigole, mais je sais pas, la virilité, il faudrait déjà le définir. Ce qui fait viril, ce qui renvoie à quoi? À l'homme. Et l'homme, c'est quoi? C'est le masculin. Étant donné que l'homme, il avait les deux sexes jusqu'à 1 ou 2 mois quand il était dans le ventre de la maman, est-ce qu'il est vraiment homme? Non, c'est des appellations. Après, on peut parler du masculin et du féminin. Mais le masculin n'a pas que à voir avec, enfin, n'a rien à voir, je dirais, avec l'homme. Le féminin n'a rien à voir avec le féminin. C'est des principes comme le yin et le yang. Là, c'est intéressant de les voir. Donc, virilité. Je sais pas. C'est quoi la virilité pour toi? Et comme ça, on peut peut-être répondre. non, non, mais c'est surtout comment toi tu as approché cette démarche parce que
mais tu m'as répondu, voilà, ta réponse me convient parfaitement, quoi. Je crois que le simple fait de dire vérité, je crois que je suis déjà légèrement offensé, tu vois. Non, mais Ça fait tout de suite, là, je suis en train d'imaginer un mec avec une Harley Davidson et beaucoup de barbe, tu vois. non, non, mais voilà, c'est parce que je t'ai dit, je travaille avec beaucoup d'hommes et j'adore ton intervention, comment et je me dis, mais quand tu te trouves enfin, en face d'un groupe d'hommes, comment eux, ils perçoivent ta démarche. Mais voilà, mais tu as répondu comment tu présentes les choses. Souvent, ils m'aiment bien, mais ils ont un petit air de. Voilà, Oh, c'est il y en bon. a, on se prend dans les bras à la fin du stage, c'est Bien, extraordinaire. bien. Et puis il y en a, ils prennent un petit peu et c'est bon. Hmm. Mais je pense que justement, en rapport avec... Sandrine, tu voulais parler, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, je veux pas te couper. Mais non, Je, mais je- parce que c'est moi qui t'ai interrompu, je t'en prie. Je t'en Non, prie. je voulais juste dire, d'abord, je m'excuse parce que j'ai écouté la première partie, j'étais dehors avec mon téléphone. Donc, je rejoins un peu tardivement là, sur l'ordinateur. Et je voulais déjà te féliciter pour ton parcours et te remercier. Remercier aussi Yael et Adrien de nous offrir une telle diversité dans les conférences de ce sommet. Je t'avoue, quand j'ai vu MMA, je n'avais pas du tout l'intention de suivre sa conférence. Et puis, je me suis dit, bon, allez, essaye d'avoir l'esprit ouvert, parce que moi, je suis vraiment dans un rejet total, presque viscéral de la violence. Je supporte pas de voir un match de boxe, je regarde les matchs de rugby, ça me rend malade. Enfin, c'est vraiment viscéral. Je ne supporte pas la violence et je la comprends pas. Et j'avoue que tu es venu titiller des choses. Euh, qui sont très intéressantes. Donc, ça m'amène un autre regard et je te remercie pour ça. Et je me dis que j'avais aussi un esprit peut-être fermé là-dessus. Pour moi, le MMA, c'était la sphère MAGA, les masculinistes, voilà, tout ce que je déteste. Et donc, spontanément, je ne serais jamais venue écouter. Si je l'ai fait, c'est parce que je connais Adrien et Yael et je me suis dit, s'ils le font, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant à chercher. Donc, je vous remercie tous les deux pour ça et je te remercie pour ton exposé et bravo pour ce parcours. Et, euh, et c'est vrai que cette liaison du combat avec la recherche de profondeur, du soi, etc., je l'avais pas du tout perçu, pas du tout envisagé. Et donc, je regarderai ça d'un autre œil maintenant. Donc, merci beaucoup. Ouais, et puis en plus, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que moi-même, quand je vais à Bercy voir l'UFC une fois par an, maintenant, ils remplissent Bercy. T'as 16 000 personnes. Mais moi, je suis le premier à être un peu pas bien parce qu'à un moment donné, bon, bah, quand ils chantent la Marseillaise, pourquoi pas? Mais ils ont des fois, ils sont systématiquement en train de siffler l'étranger ou d'insulter, mais je vais même pas dire les mots. Et en chœur, tu vois. Heureusement que c'est pas les 17 000 personnes, mais pour te dire que c'est toujours la même chose, tant que t'es pas initié à quelque chose, tu restes sur l'image vague que la presse en fait. Et c'est dommage. Mais pour le MMA, c'est ça, ouais, le MMA, ça peut vite être très connoté, mais j'ai envie de dire, c'est vrai. Par contre, avec tous les rencontres que j'ai fait dedans et l'école que ça a été, l'école de la recherche que ça a été pour moi, etc., ce serait quand même culotté de dire que ça m'a pas formé et éveillé à bien des choses. Donc ça dépend comment. C'est toujours la manière plutôt que le sport ou la discipline, quoi. Mais c'est vrai, il y a ça, il y a ce truc masculin, de truc de la recherche de l'homme fort. C'était ça la recherche du MMA à la base, c'était on va mettre toutes les disciplines ensemble, karaté, sumo, boxe, tout. Et on va voir qui c'est qui reste à la fin pour déterminer quel est l'art martial le plus efficace. Donc il y a cette efficacité. Mais il y a le fait que ça a été fait aussi par c'est un produit à l'américaine qui subside grâce à des techniques à l'américaine de marketing et de commerce. Donc ça, c'est super. Mais désenraciné, quoi. Le MMA, par exemple, a perdu son origine des arts martiaux qui consiste à aller chercher l'éveil. C'est parce que ça est devenu une compétition. Donc la compétition fait que j'ai tendance à croire que le plus important, c'est que je sois meilleur que l'autre. Et c'est le cas. Si tu combats, c'est pour gagner contre l'autre. Mais c'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc, c'est de voir
que dans cet acte fraternel, que l'adversaire, il a fait autant d'efforts que toi, voire plus, et que par rapport à ça, tu peux pas sous-estimer ce qu'il est, parce que c'est grâce à sa défaite que tu gagnes. Donc, c'est toujours le côté, symboliquement, même la cage, elle a 8 côtés. Elle a 8 côtés, l'octogone, c'est un octogone grillagé, on appelle ça. Donc, le 8, c'est le chiffre de l'infini, donc ça mène forcément à un moment donné au transcendant. Et le fait que la cage, elle soit ouverte, c'est pas une cage à oiseaux. La cage à oiseaux, elle est fermée au-dessus. On peut pas s'envoler. Tandis que là, que la cage au milieu, elle est ouverte. Donc il y a le combattant qui est au milieu, qui voue sa quête pour le transcendant. Et puis tous les Brésiliens sont plus porteurs de ça par rapport aux Américains, parce que les Brésiliens, ils sont déjà de base très chrétiens, très dans le mystique. Et donc, ils sont plus enclins à remercier le bon Dieu et leur famille et l'amour à la fin de leur combat. Ça, on le voit plus. Ils sont vachement plus dans les émotions, les Brésiliens. Les Américains, c'est différent. Les Américains, là, il y a Trump qui va organiser un UFC à la Maison-Blanche. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, il va organiser un événement de MMA dans la Maison-Blanche. Donc, c'est toute la folie maintenant du capitalisme et du m'as-tu vu et de Trump. Il adore le combat, donc le côté masculin. Donc, et à la fois, lui, il est contre tout ce qui est transgenre, etc. Donc, il y a toute cette dualité très à la mode en ce moment. Voilà, donc, c'est vrai que mais c'est intéressant, ouais. C'est intéressant. Moi, j'ai envie de dire, tu voulais dire quelque chose, Adrien? Vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, je trouve que cette énergie-là, tu parlais d'énergie masculine et d'énergie féminine, j'entends bien en termes d'énergie et pas, voilà, pas en termes de genre. Moi, je trouve que c'est aussi finalement, une énergie, intéressante, pour nous les femmes de nous en emparer, cette énergie masculine et des hommes de s'emparer de l'énergie féminine, enfin, tu vois? Et de pas, je pense que souvent, un peu, sociétalement, on est un peu coupé de ça. On n'est pas poussé à aller vers ce genre de pratique ou d'archétype, tu vois? Dont tu parlais d'archétype et je trouve que c'est intéressant de vivre cet archétype ou cette énergie en nous aussi et voilà, c'est juste ça que je voulais partager. Ouais. Et le combattant, par exemple, lui, son côté féminin, il l'éprouve, par exemple, par rapport à sa vulnérabilité, par exemple, de se mettre tout nu face à un public de 10 000 personnes et d'être dans une forme d'hyper fragilité. Après, il doit repasser dans sa souveraineté fois 1000 parce qu'il va devoir, et il va se battre. Mais au départ, quand même, de se mettre à nu. Tu vois, ça a une espèce d'hyper féminin et avec un hyper masculin pour gagner le combat. Mais un hyper féminin de se mettre dans quelque chose de totalement. Voilà, il est dans une posture de désavantage. Je me laisse faire et je suis obligé de laisser passer pour ensuite surenchérir. Vas-y, Adrien, avant qu'on te loupe. Oui, exactement, pardon, je terminais parce que je suis en communication avec Dean. Et je suis très content d'avoir eu du mal à pouvoir faire mon intervention et que justement ces échanges aient eu lieu. Il y a plein de choses qui me sont venues et ça fait un moment que j'ai envie de partager ça. Mais d'abord, je voudrais saluer le fait que ça fonctionne bien. Moi, j'avais pas de doute sur la pertinence de t'inviter et en même temps, c'était un pari. Et je suis très content de la façon dont vous discutez et qui a comme une sorte de double mouvement, parce qu'on a parlé de masculinité ou de virilité, de faire venir un combattant de MMA, alors c'est pas n'importe lequel non plus, dans un séminaire enfin un sommet sur le corps en conscience avec quand même une immense majorité de femmes. Je crois qu'il y avait Mehdi hier, et je ne sais pas si parmi les participants, il y a d'autres hommes. Il y a Dean aussi qui est là, hein, dans le staff. Mais c'est très bien cette rencontre. Et moi, une partie de mon travail, c'est d'amener le travail somatique et la conscience peut-être vers des groupes d'hommes. J'ai travaillé aussi un peu dans des salles de MMA ou de jiu-jitsu brésilien. Et donc, voilà, ce mouvement, il doit être dans les deux sens, comme ce que tu disais, Yael, de pouvoir s'emparer de ces énergies, au-delà de l'aspect genré ou connoté, ou voilà,
et de ce qu'on peut en voir que le yoga et le pilates, c'est pas qu'un truc de bien-être et que le MMA, c'est pas que un truc de Trumpiste, qu'il y avait du combat libre avant qu'il y ait du MMA. Enfin, c'est quelque chose de... Le mouvement en conscience ou le combat libre et total, c'est des choses qui existaient même avant qu'il y ait des humains, probablement. Donc de se reconnecter à ça d'une façon essentielle, ça me paraît vraiment nécessaire. Et puis, ça ouvre des discussions intéressantes, puisque bah, là, toi, tu as parlé de violence. Et ça, c'est quand même des choses qui sont pas spécialement abordées dans le travail somatique, où c'est la conscience et le bien-être et la relaxation, qui sont des choses importantes. Mais je pense que dans notre recherche, si on veut faire une sorte de continuum entre le corps et l'esprit, il faut aller aussi explorer ces énergies-là ou ces espaces-là. Et donc, ben, moi, c'est quand même un peu là d'où je viens. Et à une échelle beaucoup plus modeste, j'ai un parcours qui ressemble un peu à celui de Tom. Moi, j'ai jamais fait de compétition, j'ai pas été professionnel du tout. Mais il y avait cette recherche du combat et cette exploration de la violence et dans des choses un peu tabous. Mais ouais, en fait, il y a des moments, c'est sympa de frapper des gens et d'être frappé aussi. Donc, ça fait pas très bon genre, mais c'est vrai, en fait. Et qu'il peut y avoir des expériences de combat très désagréables avec des gens avec qui ça passe pas du tout. Et des moments où il peut y avoir pas mal de brutalité. Et en fait, il y a une grande complicité. Tu en as parlé tout à l'heure, où à la fin, ça se termine et on est content. On a partagé quelque chose alors qu'on s'est tapé dessus fort. Et il y a des moments où j'ai tapé fort sur des gens et ils m'ont tapé fort aussi. Et en fait, c'est magique. On termine intact parce qu'on s'est frappé vraiment. Et pourtant, il y a quelque chose qui abîme pas. Donc, c'est une façon d'échanger. Et moi, cet espace d'échange où on va toucher des choses qui ne sont pas toujours socialement acceptables. Ça me fait penser aussi au sexe. Donc, on n'a pas parlé ni de violence ni de sexe, mais c'est quand même pas mal d'en parler si on fait cette recherche intégrale de l'expérience humaine, où voilà, il y a des moments d'échange, de connexion ou de déconnexion, et c'est agréable, désagréable, mais cette exploration consciente du corps, de l'esprit et de la vie, elle passe aussi par des moments où on peut parler de ça. Même si justement c'est pas sur la ligne éditoriale générale. Donc je te remercie beaucoup Tom d'avoir permis qu'on puisse évoquer ça. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler, donc pardon, j'ai envoyé mon petit podcast. Franchement, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup pour bah, l'opportunité. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Hmm. Bah, merci à toi parce que c'était un petit pari quand même, donc merci aussi Yael de m'avoir fait confiance sur mon choix. Et je sais plus qui m'avait parlé de toi un jour, mais il y a déjà plusieurs années où je pense que c'était quand j'étais dans la démarche de yoga pour hommes, tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, eh, mais il y a un mec qui s'appelle Tom Duquesnoy et lui, il a fait déjà un parcours et j'avais déjà regardé. Et puis quand on s'est posé la question de la deuxième édition du sommet, bah, j'ai pensé à toi parce que bon, bah, du coup, les gens qui ont participé se sont rendus compte que peut-être maintenant elle pouvait avoir une autre vision des arts martiaux et des sports de combat à haut niveau. Mais l'ambition aussi, c'est que si les gens te voient, si des hommes te voient participer à ce genre de sommet, ils se disent, ah bah peut-être que c'est pour moi aussi en fait ce genre de Hmm. pratique. Il y a vraiment un double mouvement et c'est ça qui était essentiel. Et que je repensais à ce que tu disais sur effectivement cette question de la virilité ou de... Je pense que ton expérience et d'avoir fait l'expérience au plus haut niveau possible du sport de combat, du MMA en tout cas, ça crédibilise un discours où ceux qui veulent devenir des vrais bonhommes, bah, peut-être que sur l'échelle du vrai bonhomme, tu es assez haut. Donc, ok, si tu dis, bah ouais, moi je fais de la méditation et de la respiration, ils se disent, ah bon, bah, peut-être c'est possible. Alors qu'en Hmm. fait, c'est déjà présent, puisque, il y a Royce Gracie, c'est ça qui était déjà dans la recherche du yoga et de la respiration au début du MMA. Hmm. J'aimerais, pardon, avant de terminer, parce que ça, c'est un point justement qu'on n'a pas pu développer, c'est que maintenant, tu as parlé de tout ça, de méditation, d'arts martiaux, mais tu fais des choses vraiment dans la sensibilité et l'expression. Donc, il reste encore quelques minutes si tu veux bien. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vas faire maintenant? Où t'en es dans tes projets artistiques et d'expression? Ouais, bah, disons que j'avais trouvé une amoureuse à l'époque
qui était danseuse. Et naturellement, on s'est mis à danser ensemble. Elle y a vu un potentiel. On a continué, on a monté des duos qu'on a joué un peu partout en Europe, des duos d'1 heure, donc que de la danse sur des mythes, Adam et Ève, Eurydice et Orphée. Enfin, on a vraiment poussé le truc tant en termes dansés que symboliques, quoi. Et donc ça, c'était le moment où j'ai connecté avec la danse. Et c'était il y a 5 ans. Depuis, j'ai pas déconnecté. Danse, théâtre, j'ai fait 2 courts-métrages. Donc ça tourne maintenant vraiment autour de la formation de la danse au niveau du corps et puis au niveau de tout ce qui est acting, donc l'émotionnel, l'interprétation de personnages. Mais disons que ça, c'est ce que je pratique depuis quelques années. Mais là, le paroxysme, c'est en mai où je fais la première d'un spectacle d'1 heure où je suis seul sur scène. Le spectacle s'appelle Masculin-Féminin et justement qui va pas pouvoir parler par des prismes différents, par la danse, par le combat et puis par le texte, un peu sur des événements vies, des flashbacks, des flash-forward de ce qu'a été ma vie, de ce qu'est ma recherche, quoi. Donc ensuite pour enchaîner en juillet avec le Festival d'Avignon et puis après je pourrais le jouer un peu en France. Donc disons que tout ce moment-là jusqu'à mai, c'est concentration sur ça. Donc je suis vraiment bien entouré. Un maître de théâtre, une maître de danse, j'ai vraiment trouvé ici un cocon avec des gens super. Et donc voilà, concentré sur ça. C'est mon prochain combat de MMA. C'est chouette. On pourra venir Oui. te voir à Avignon alors. Ouais, Avignon. Et puis après, je le jouerai partout en France. Donc on pourra tous se voir forcément à un moment donné. Réservez vos billets. Ah, Donc c'est vraiment, je trouve, c'est un parcours, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des parcours similaires, mais encore une fois, euh, de boucler cette boucle et de passer de la brutalité à la sensibilité, je trouve que c'est voilà, exemplaire. Et que on peut faire le chemin dans l'autre sens aussi, et ouais, que effectivement, d'accéder à un truc primaire et primal et brutal, ça peut être sain aussi. Mais donc voilà, qu'il y ait cette circulation, cette transversalité des ouais. expériences. Bravo, parce que ça demandait aussi du courage et de rentrer dans la cage, mais de monter sur scène aussi et de se montrer vulnérable. Voilà, c'est félicitations à toi et bon courage. Yael, est-ce Merci. que tu veux ajouter un mot? Yael, ton micro est coupé. J'ai dit non, rien, tout va bien. J'ai rien à Rien. ajouter. C'était super. D'accord. Donc, Yael vous a réservé un atelier de préparation au MMA, du coup, puisqu'elle a changé, 14h30. elle a changé de planning. Non, ce sera Pilate Flow. Bah ouais, Mais voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure à 14h30, 15h30, 14h30. Ouais. 14h30. Après, il y a la conférence neurosciences et yoga avec Camille. Et ensuite, il y a la danse libre avec Virginie Deville pour terminer en beauté. Merci encore, Tom, pour ta venue, pour ton partage. Bravo pour ton parcours et bonne chance pour tes projets. Merci, mesdames, pour votre curiosité, d'avoir passé votre dimanche midi à entendre parler de MMA, parce que effectivement, ça aussi, c'était pas forcément un choix évident a priori. Et j'espère que ça vous a apporté beaucoup. Et merci à elle pour ta magnificence. And thank you, Dean. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. À Portez-vous tout à bien. l'heure. Au revoir. Merci beaucoup, Tom. Merci Tom et bravo. Au Magnifique revoir. intervention. Merci.